Pierre Micheletti, là, je vous voyais approuver le discours de Jacques. Est-ce qu'effectivement, il y a des leçons à tirer de ces campagnes humanitaires afghanes des 10 dernières années qui seraient justement un retour du curseur à plus d'indépendance, un retour du curseur vers plus de crédibilité? Est-ce que les ONG, effectivement, dans la période soviétique, ont accompagné beaucoup les mouvements de guérilla? Ensuite, on a accompagné l'OTAN. Est-ce qu'il ne faut pas retrouver un juste milieu aujourd'hui? Oui, alors le CICR vient de nous faire la preuve de sa capacité à apaiser les conflits qui s'amorcent amicalement entre Alain Boinet et moi, parce qu'on voit bien que dans sa réponse, il y a en toile de fond dans les 2 décennies que j'évoquais, celle de l'occupation soviétique et celle de la présence des forces de la coalition, il y a une vision qui est traduite que les 2 conflits ne sont pas de même nature, ou qu'en tous les cas, les 2 conflits n'ont pas la même valeur. Et on retrouve un élément de lecture qui est très important parmi les ONG, c'est la notion de guerre juste. La guerre actuelle serait-elle une guerre juste versus la période d'intervention soviétique qui, elle, ne serait pas une guerre juste? Le débat avec Alain n'est pas de cette nature, je ne me prononce pas là-dessus. Je dis simplement qu'il s'agit là d'utiliser une paire de lunettes pour regarder ces 2 décennies qui expliquent pour partie la polarité dans laquelle le mouvement humanitaire se retrouve aujourd'hui. Et sans me prononcer, je dis simplement que la résultante de ça, c'est que nous étions côté des insurgés pendant la période 79-89 et que nous ne sommes plus du côté des insurgés pendant la période, et qui dit pas tant du côté des insurgés, mais du côté des populations, des territoires contrôlés par les insurgés. C'est ça la nuance que je voudrais établir, et que c'est un constat de dire que c'est précisément ce constat que j'appelle inversion de paradigme, mais que je crois qu'aujourd'hui, personne ne le remet vraiment en cause. Sur ce qu'évoquait Jacques de Meillos sur le fait que on parle beaucoup de la dégradation de la situation de la population sans vraiment le connaître, je crois la connaître dans le détail, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Je voudrais simplement ajouter un commentaire qui est que c'est aussi, et je le dis vraiment de façon très respectueuse, un argument de marketing politique de la part des gouvernements qui mandatent des troupes dans ces pays. Comment alors même que les résultats strictement militaires ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, comment ne pas, pour le moins, défendre l'idée que ces présences sont nécessaires au profit de la population générale, qui ne va pas bien. Et autre argument souvent utilisé, et encore utilisé par le président Obama pour expliquer le surge de 2009, à des fins de lutte contre la production massive d'opium et d'héroïne dans ce pays. Alain, une réaction, et après on passera donc au deuxième terme de notre débat. Alors comme Pierre m'invite à mettre des lunettes, je les mets séance tenante, et je voudrais simplement dire que en fait on est d'accord sur le paradigme inversé jusqu'à un certain point, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas dire qu'un conflit en est égal à un autre. Je voudrais revenir sur l'histoire de guerre juste ou de guerre pas juste. Je voudrais simplement dire que en 1986, c'est-à-dire un peu plus de 7 ans après le début de l'intervention soviétique, enfin de l'invasion soviétique en Afghanistan, il y avait 6 millions de réfugiés afghans, c'est-à-dire un tiers de la population qui avait fui l'Afghanistan. À votre avis, pourquoi ils avaient fui l'Afghanistan? Et quand on rentrait à partir de Parachinar ou de Trimangal, quand on rentrait en Afghanistan, quand on parlait de Dir pour entrer dans la Kunar ou pour aller sur le Paktia, le centre de l'Afghanistan, ou aller sur Herat, tous les villages des zones frontalières étaient détruits. Tous les villages étaient détruits par des bombardements qui visaient à créer entre le Pakistan et l'intérieur du pays un vide pour asphyxier la guérilla à l'intérieur. Donc on a détruit des centaines et des centaines de villages pour venir à bout de la population. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer à Peshawar à l'époque le professeur Félix Hermacora, un Autrichien qui avait été diligenté par l'ONU pour faire une estimation du nombre de morts. C'était à peu près 8 ou 9 ans après l'intervention soviétique. Il a travaillé par sondage dans les camps de réfugiés en disant quand est-ce que vous êtes arrivé, de quel village venez-vous, combien de gens ont été tués dans votre village. Il a fait des recoupements. L'estimation qu'il a faite à l'époque, c'était 1 million de morts. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était 1 million de morts. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Félix Hermacora.
Après, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il nous semble un peu difficile, et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, d'aller demander aux troupes soviétiques l'autorisation d'intervenir dans les zones qu'elles contrôlaient, d'abord parce qu'elles ne contrôlaient pas beaucoup de zones, pour commencer. Ensuite, on n'était pas là pour être les supplétifs des troupes soviétiques qui avaient envahi ce pays, qui étaient condamnées non seulement par le monde entier, pour commencer, mais aussi par l'immensité de la majorité de la population afghane. Et on sait d'ailleurs comment ça s'est terminé, donc c'est quand même pas le fait du hasard. Si cette résistance a fini par gagner, donc je pense qu'on n'a pas fait cette démarche à l'époque, mais pour intervenir dans les villes, et dans les villes c'est plutôt là qu'il y avait des médecins, la question elle se posait dans les zones de combat et dans les campagnes essentiellement, c'était rarement dans les villes, c'était éventuellement à la périphérie des villes, et surtout dans les bastions de la résistance, et le long des routes. Donc c'est là qu'il fallait être présent, évidemment, là où il n'y avait pas de médecins. Et je voudrais rappeler aussi une autre anecdote qui est intéressante, c'est que au moment où les troupes soviétiques ont évacué l'Afghanistan, le 15 février 1989, Bernard Kouchner était secrétaire d'État à l'action humanitaire, avenue Charles Floquet. J'y allais souvent, parce qu'on parlait de ce sujet et bien d'autres, et il a dit, maintenant il faut être des deux côtés. Et on lui a dit, pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de médecins de l'autre côté. Donc il a diligenté une mission à Kaboul avec un de nos amis, médecin d'aide médicale internationale, il s'appelle Jean-Luc Brémond. Donc Jean-Luc Brémond il a fait une évaluation à Kaboul des besoins médicaux de la ville contrôlée à l'époque par le gouvernement Najibullah. Et il est revenu, et on l'a vu à Peshawar, et il a dit la même chose à Bernard. Il a dit, mais il y a 500 médecins à Kaboul, donc on n'a pas besoin de nous. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, moi je suis d'accord sur le fait que où l'argument de Pierre est, à mon avis, déterminant, c'est qu'on devrait être effectivement dans les zones aujourd'hui qui sont sous le contrôle de l'insurrection, auprès des populations qui ont des besoins vitaux. Et je voudrais vous dire qu'en fait, avant l'intervention occidentale, je termine là-dessus, moi j'ai le souvenir en 1998, en 1994-95, d'être passé de Kaboul à Maïdanchar. La zone de Maïdanchar était déjà tenue par les talibans, Kaboul était tenue par Massoud. On passait les checkpoints, talibans, Massoud, sans aucun problème. Ils nous laissaient opérer des deux côtés. Et quand Massoud est venu à Paris au printemps 2001, acculé pour chercher des soutiens, à l'Assemblée nationale, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, il y a ici... D'abord, je l'ai salué, puisque nous avions travaillé longtemps et depuis longtemps dans les zones qu'il contrôlait, et je le connaissais personnellement bien. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez que les ONG doivent continuer l'action qu'elles mènent dans les zones contrôlées par les talibans ? J'ai posé la question à Massoud devant 500 personnes. Et il a dit, aidez les populations dans les zones contrôlées par les talibans, mais n'aidez pas les talibans. Mais c'est exactement ce qu'on doit faire aujourd'hui dans les zones contrôlées par l'insurrection. Question à la salle, monsieur. Est-ce qu'il y a un micro ? Monsieur au deuxième rang. Voilà, merci. On vous apporte un micro. Non, c'est bon. Ça marche, oui. Oui, je voudrais quitter un instant l'aspect pur de l'action humanitaire pour revenir sur le politique et me tourner vers M. Jacques de Maillot. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur les chances de ce pays de trouver un nouvel équilibre politique interne après le départ des troupes de l'OTAN, car enfin finalement on le sait bien, nous lisons dans la presse que l'Afghanistan était un pays de structure féodale, on veut bien le croire, s'il n'est pas le seul d'ailleurs dans le monde. En tout cas, est-ce qu'on revient vers ce genre de partage du terrain entre des féodaux ? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme piste de réflexion sur cet aspect joué, qui me paraît quand même tout à fait fondamental, puisque l'humanitaire, nous savons bien, c'est pas son boulot vraiment de trouver des solutions politiques. Merci. On abordera ces questions dans la dernière partie de notre débat, si vous voulez bien. Donc on garde votre question et Jacques de Maillot répondra à tout. François Grunewald de l'URD. Oui, bonjour et merci pour le CICR d'organiser ça et pour les trois participants, les trois intervenants. Alors, moi, il y a trois paradigmes qui me semblent importants de rajouter un petit peu dans le débat. Le premier, c'est que on se trouve typiquement dans un système dans lequel l'architecture internationale de l'aide montre une grande partie de ses faiblesses face à ces contextes. On est dans l'agenda des missions intégrées, agenda qui avait déjà commencé avant 2001, puisque c'était sur l'Afghanistan qu'a été créé le premier Integrated Strategic Framework, donc cadre intégré stratégique des Nations Unies. À l'époque, tout le monde était basé à Islamabad et comme personne n'allait sur le terrain,
comme personne des Nations Unies allait trop sur le terrain, sauf pour aller une journée en avion et retour, fallait bien s'occuper, et donc les gens ont commencé à fabriquer des espèces d'usines à gaz qui ont eu ce nom-là, et qui finalement ont été complètement réintégrées dans l'agenda des missions intégrées de Brahimi après, et l'UNAMA est un élément de ça. Et là, je pense que l'échec global de la communauté internationale en Afghanistan pose d'abord l'échec de son architecture face à ce type de situation. Donc ça, c'est un premier point sur lequel j'aimerais bien avoir la vision des intervenants. Le deuxième, je crois qu'en effet, l'aide internationale, et notamment les Américains, sont arrivés avec ce fameux agenda de state building, qui est dans le narratif de la communauté internationale, un État centralisé, jacobin, avec une capitale et des ministères. Et on savait déjà que ce n'était pas ça qu'il fallait pour l'Afghanistan, et c'est sans doute cet agenda-là qui a amené une partie de l'échec. Même échec d'ailleurs sur la Somalie, où on veut créer un TFG qui pour l'instant contrôle qu'une petite partie de Mogadiscio, mais qui ne comprend pas l'enjeu du régional. Donc ça, c'est un deuxième paradigme sur lequel je pense qu'on fonctionne mal, la communauté internationale fonctionne mal, et donc à cause de ça, met en danger toute une série d'enjeux. Et puis le troisième, c'est autour de cette problématique urbain-rurale de l'Afghanistan. Alors, d'abord, en n'oubliant pas que l'Afghanistan ancien était un Afghanistan nomade, pastoral et mobile. Hein, L'Afghanistan qui s'est sédentarisé, avec son agriculture sédentarisée et ses premières villes autour des lignes de l'axe de la route de la soie, hein, les caravansérails, c'est quelque chose qu'il faut voir. Et donc, le phénomène rural, c'est quelque chose d'abord d'assez nouveau, hein, rural dans ses formes actuelles, avec ses vallées irriguées, etc. C'est quelque chose de pas très ancien sur l'histoire de l'Afghanistan. Et la guerre russe, l'intervention russe, quelque part a congelé et a transformé un phénomène qui se serait passé de toute façon, qui était l'immigration des campagnes vers les villes. Alors, la guerre est arrivée, les gens sont partis ou sont pas allés vers les villes, sont allés vers les camps, et à partir de 93-94, ont commencé à rentrer, puis évidemment de façon beaucoup plus massive à partir de 2002, sont allés dans leur zone rurale, n'y ont pas trouvé ni place, parce que le foncier était saturé, ni envie de rester à cultiver dans ces zones difficiles, parce qu'ils venaient de se faire 15 ans d'urbanisation et de vie urbaine dans les camps au Pakistan et en Inde, et évidemment sont arrivés ensuite sur les villes. Et cet enjeu-là, il a été raté tout de suite. Quand nous, on posait en 2002 aux bailleurs de fonds, aux ONG et l'Afghanistan urbain, les gens nous disaient « mais ça n'a aucune importance, ça n'a pas d'intérêt, l'Afghanistan est rural ». Et ne pas avoir pris en compte de façon proactive et anticipatrice, ça contribue à allumer la bombe urbaine qu'on a maintenant. Ce n'est pas anodin que la guerre d'Afghanistan de maintenant et celle du futur sera une guerre urbaine. On aura toujours des guerres dans des zones pas très peuplées sur lesquelles l'OTAN fera ses bombardements, etc. Mais la future guerre, donc la future préparation que les humanitaires doivent faire, c'est sur de la guerre urbaine. On reviendra là-dessus dans la troisième partie peut-être, mais déjà quand même une réaction des trois intervenants sur ce concept effectivement de mission intégrée. Alors est-ce que l'Afghanistan sonne un peu le glas de cette notion de mission intégrée qui était née au moment de la Bosnie et du Kosovo? Pierre Miliveliti.